Des dizaines de milliers de spectateurs, des cris et applaudissements en continu, des stars ovationnées dans une ambiance électrique. Le jeu vidéo n'a plus rien à envier aux plus grandes compétitions internationales. L'e-sport aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde en veut, tout le monde en fait. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Le e-sport, c'est, comme son nom l'indique, c'est du sport électronique. C'est une compétition. C'est un championnat de jeux vidéo. Compétition de jeux vidéo. L'e-sport a donc tout d'une compétition sportive. Mais peut-on véritablement parler de sport ? Ça dépend ce qu'on considère comme un sport. Ça regarde tout ce qui est motivation, concentration, donc des choses qu'on peut retrouver dans le sport moderne. Il y a des entraînements, des équipes ou des ligues professionnelles, je pense qu'on peut considérer ça comme un sport. Sport ou pas sport, peu importe. Le phénomène du e-sport prend de l'ampleur et continue à faire parler de lui. Pour nous rappeler les règles du jeu, Vincent Puren a fait rentrer sur le terrain deux acteurs inconditionnels du e-sport. Mehdi Sakali, cofondateur de la World Gaming Federation, et Jean-François Martin, chargé des sports à la mairie de Paris. C'est le mot du moment, on parle beaucoup de e-sport, c'est une tendance qui est plus qu'émergente, qui est même bien ancrée en Asie. Est-ce qu'en France, et plus largement, c'est quelque chose qui va trouver sa place ? Bien oui, aujourd'hui le sport électronique en fait c'est une tendance de fond. On a toujours eu des compétitions de jeux vidéo. Simplement aujourd'hui avec l'émergence en fait dans les médias en fait de ces compétitions et puis le fait que les sponsors en fait s'y intéressent de plus en plus, à la fois financièrement et à la fois d'un point de vue médiatique, on a effectivement l'émergence d'une tendance de fond et on a un marché qui est en train de se structurer derrière avec des joueurs professionnels, des compétitions officielles et puis finalement même dans certains pays des fédérations. Mais c'est une tendance qui dépasse, c'est la tendance du jeu vidéo depuis 30 ou 40 ans. La pratique s'est développée d'une génération, on disait jeu vidéo c'est pour les enfants. Les enfants d'abord ils ont grandi et on voit aujourd'hui qu'un trentenaire sur deux joue aujourd'hui à des jeux vidéo d'une manière ou d'une autre, sur une console, sur un ordi, sur son téléphone. Et globalement vous ajoutez au développement du jeu vidéo le développement du web qui permet maintenant ce qu'on ne permettait pas il y a 20 ans, c'est-à-dire de s'affronter avec un copain qui est loin, avec un inconnu qui est au bout du monde, à créer évidemment cet esprit de compétition qui existait, mais évidemment il y a 20 ans, 30 ans, on commençait à jouer sur les premiers FIFA avec des potes, on se retrouvait à la maison, on jouait à un tournoi, et finalement tout ça s'est professionnalisé, a grandi et est devenu en tant que tel des compétitions, parce que le web aussi a permis de le faire à l'échelle mondiale. Comment est-ce qu'on dissocie, comment est-ce qu'on dissocie aujourd'hui jeux vidéo et e-sport ? Aujourd'hui le jeu vidéo c'est la pratique de jouer. Alors ça peut être de différentes manières et la pratique du e-sport c'est la pratique compétitive de ces mêmes jeux vidéo. Elle peut être amateur comme elle peut être professionnalisante et on a du coup effectivement des compétitions qui sont soit organisées par les éditeurs eux-mêmes pour promouvoir leurs jeux et pour fidéliser finalement les joueurs sur leur licence, soit on a effectivement des organisateurs privés ou associatifs qui eux partagent la passion du jeu vidéo effectivement et puis l'organisent autour de compétitions pour déterminer qui seront les Usain Bolt, les Zidane de demain. On parlait de sportifs. Dans e-sport, il y a sport, mais en fait, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, le e-sport, c'est pas du sport parce que, on va pas mouiller le maillot, c'est pas physique. Comment expliquer à ces gens et quels sont vos arguments pour démontrer que le e-sport, c'est vraiment quelque chose de sportif ? Alors, y a plusieurs choses. Quand on regarde par exemple certains joueurs de StarCraft qui font plus de 400 actions par minute, on se rend compte que ces gens-là en fait ont des gestes répétitifs qui sont similaires au sport, avec les mêmes maladies du sport, des problèmes de tendinite, des problèmes parfois effectivement d'opération du nerf carpien, des problèmes de nuque, de posture, etc. Mais surtout on se rend compte que les valeurs sont les mêmes, c'est du dépassement de soi, de l'entraînement, de la stratégie. Tous ces éléments-là en fait montrent bien que le sport électronique a les mêmes caractéristiques que le sport. Et plus on va avancer dans les technologies immersives, et plus on va avoir potentiellement des pratiques de e-sport qui vont se rapprocher de celles du sport dans les années à venir. C'est quoi les codes et les règles du sport classique ? C'est qu'il y a des règles, il faut respecter un certain nombre de règles du jeu, il faut respecter la compétition et dire que sur des critères objectifs, on affronte quelqu'un et à la fin, ces critères objectifs décident qui est le meilleur ou pas. Et puis, pour y arriver, ça demande de l'entraînement, de la concentration, de la répétition, des capacités physiques. Mais il a dit, quand vous devez cliquer 400 fois en une minute, il y a y compris parfois des compétences physiques innées et travaillées, donc de la même dimension que du sport. Alors, on n'est pas évidemment dans l'image, le fantasme, c'est un sportif, ça doit transpirer. D'abord, les mecs qui jouent au e-sport pendant 2 heures, ils transpirent. Mais en plus, on est peut-être moins là-dedans. Mais d'une certaine manière, il y a plein de sports, y compris olympiques, où on n'est pas strictement dans la transpiration, etc. On est dans l'intelligence, dans la tactique, dans tout ça. C'est une dimension du sport et donc l'e-sport y colle tout à fait. Aujourd'hui, il y a des joueurs professionnels, oui, sur certains jeux. À partir du moment où c'est professionnel, où c'est une vraie ligue et qu'on est payé pour faire ce qu'on fait, je pense qu'on pourrait faire son métier. C'est exactement comme les carrières sportives à haut niveau. Les anciens très bons joueurs professionnels aujourd'hui se reconvertissent, sont des coachs ou même on ouvre des cabinets de consulting en marketing dans le domaine du digital, etc. Au-delà de
du terrain. C'est quoi les liens entre le sport et le e-sport? Est-ce qu'il y a des mercatos? Est-ce qu'il y a des équipes? Comment ça se structure? Il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, en fait, toutes les grandes équipes de sport commencent à voir l'audience du e-sport émerger. Donc pour elles, c'est un moyen aussi de prolonger un petit peu leur sport avec potentiellement du sport virtuel, renouveler potentiellement leur communauté de fans, les intéresser en fait à leur club en sponsorisant potentiellement des joueurs. On a Tottenham ou on a même d'autres clubs qui commencent à sponsoriser des joueurs. On parle pas mal du PSG en ce moment, il y aura peut-être des annonces dans peu de temps. Et donc du coup, on sait que ces équipes-là, à la fois pour renouveler leurs fans, leur communauté, la rajeunir, et également pour potentiellement développer de nouveaux assets pour valoriser leur marque, sont en train de travailler sur le sport électronique. Et on est ici dans un lieu qui est hyper intéressant, c'est un stade de 20 000 places pour notre club de rugby, dédié au rugby. Mais le rugby, c'est 13 matchs de saison régulière, plus des playoffs, plus un peu de Coupe d'Europe. Vous avez 20-25 dates ici, garanties par an le reste de l'année. On a un magnifique stade de 20 000. On sait maintenant que le e-sport peut aller sur des audiences de 10, 15, 20 000 personnes physiquement présentes. On l'a vu en Corée avec des finales de League of Legends où ils sont 45 000. Donc c'est aussi l'occasion de dire, nous on a des lieux qui étaient dédiés au sport, mais on peut tout à fait y faire des grands rassemblements de e-sport parce que c'est la même logique, de la ferveur, de la passion et puis des joueurs de haut niveau qui s'affrontent. Parce que Paris est une capitale très très sportive et aujourd'hui vous vous intéressez et vous appliquez des projets concrets sur le e-sport. Parlez-nous-en. Paris a un double avantage, c'est une ville sportive. On a à la fois des grands championnats du monde, on a eu un Euro 2016 de foot, on a le mondial de handball qui arrive, on est candidat aux Jeux Olympiques, donc on est une ville de grands événements sportifs avec des clubs fagnons qui portent, le Paris Saint-Germain en foot et en handball, le Stade Français ici au rugby, donc on a ça. Paris est aussi une ville d'innovation, la ville qui crée le plus de start-up en Europe, avec des fonds, avec des grands incubateurs publics comme le Cargo, qui est le plus grand incubateur d'Europe, avec le tremplin ici, dédié à l'innovation et au sport, avec bientôt la station F de Xavier Niel à Fraissinet, donc on est ultra légitime. Quelques grands champions industriels dans le secteur du jeu vidéo, on pense évidemment à Ubisoft, on pense évidemment dans le secteur du numérique à des gens comme Criteo, qui sont nés ici, qui sont devenus des champions mondiaux. Donc on a le sport, l'innovation, donc on a potentiellement tout pour que ça matche, et donc c'est un peu l'objectif. Nous, on croit profondément au développement du e-sport, on pense que c'est une pratique de loisir, de fun, qui va se développer, donc il faut d'abord l'organiser pour que les gens puissent y participer, mais ça va être aussi un segment économique important, et que Paris a vocation à être, je ne sais pas si c'est la première ville au monde, parce qu'il y a Séoul et que la Corée est très en avance, mais à minima, la première place européenne de l'e-sport, ça doit être Paris, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et justement, on a du coup une annonce à faire. C'est qu'effectivement WGF va être la première entreprise e-sport. WGF, World Gaming Federation, va être du coup la première start-up e-sport à intégrer le tremplin qui est l'incubateur du sport et effectivement à Jean-Bouin. Et ça va aussi également nous amener évidemment à apporter notre pierre à l'édifice pour développer le secteur. Mais je crois que ce n'est pas votre première collaboration avec la mairie de Paris. Il me semble que pendant l'Euro de foot, qui était comme l'événement emblème de l'année, vous avez collaboré ensemble. Exactement. Donc on a travaillé effectivement avec la mairie de Paris en étroite collaboration avec l'UEFA, Konami et les sponsors. Konami qui est l'éditeur du jeu PES, qui était la licence officielle de l'Euro 2016, pour créer une grande compétition qui était la compétition virtuelle officielle de l'UEFA Euro 2016, à la fois sur les fan zones, mais avec une grande compétition online qui a réuni en Europe plus de 1000 joueurs. Et sur les fan zones, notamment avec la mairie de Paris, une tente qui a accueilli en fait plus de 70 000 joueurs qui sont venus découvrir le jeu et partager leur passion du football. Ils sont venus avant les matchs pour se faire un peu leur propre pronostic, mais c'était surtout en fait un peu la fête de tous les footballs. Hein. Voilà. Quand on a préparé l'Euro, nous on s'est dit qu'est-ce qu'on veut être au-delà de la compétition de foot. On avait plein de programmes sur le foot féminin, sur la sensibilisation en e-sport, et on s'est dit aujourd'hui, une grande compétition européenne de foot, on ne peut pas passer à côté des gamers, on ne peut pas ne pas faire quelque chose autour du foot en e-sport. Et donc on a fait effectivement ce qu'on appelait nous au départ l'Euro des gamers, c'est-à-dire il fallait qu'on ait en même temps que l'Euro de foot, l'Euro d'une licence, en l'occurrence PES, et qui a très bien marché avec une finale sur la fan zone le jour de la demi-finale. De la demi-finale, le 7 juillet, France-Allemagne. Voilà, donc le jour de la demi-finale, la fan zone était pleine. Le soir, on a eu 92 000 personnes et on a fait la finale avec deux joueurs, dont un Français qui était projeté sur l'écran géant, qui est le plus grand écran géant jamais construit pour une compétition sportive. Au pied de la Tour Eiffel, on avait un match de PES. Et donc voilà, là, on a montré qu'on était capable d'ancrer cette pratique en plein cœur de ville sur un très très grand événement comme celui-là. Qui a gagné d'ailleurs la finale? Alors la finale a été gagnée par un Espagnol qui s'appelle Alejandro Alguacil. D'accord. Qui jouait l'équipe d'Espagne? Qui jouait l'équipe de la Croatie, puisqu'en fait ce qu'on a fait c'est que les 16 meilleurs joueurs jouaient avec les équipes de huitièmes de finale. Donc ils ont tiré au sort au carreau du temple un peu avant leur équipe, donc il y a joué avec la Croatie. Et Antoine Chouat, qui était donc le Français qualifié mairie de Paris, avait donc lui joué avec l'Allemagne.
Et bon, alors il a perdu, mais effectivement au pénalty, donc c'était assez serré. Et en perdant avec l'Allemagne, 1 heure après, en fait, l'Allemagne avait perdu effectivement pendant la demi-finale de l'Euro. Donc le lundi, c'était tous les médias qui disaient l'Allemagne perd en virtuel et elle perd en réel une fois plus tard. Est-ce que c'est un signe qu'on va... Voilà. I'm very, very happy to be here because it's a great group of persons, good experience, good tournament, the best players in Europe and some for out of Europe, and that's good. Au fil du temps, on a pris en galon, on a augmenté, on a monté en niveau et aujourd'hui, je me retrouve en finale de l'Euro. Je le rappelle, Mehdi, vous êtes à la tête de la World Gaming Federation. C'est quoi votre ambition avec cette organisation? Alors nous, aujourd'hui, on est une start-up, on n'est absolument pas une fédération. Notre travail à nous, c'est de créer une plateforme qui va rassembler toutes les données des joueurs à l'international, qu'ils jouent sur tablette, PC, console et mobile. Ça va juste passer par des partenariats, par des travails autour de connexion au serveur des éditeurs. Mais l'objectif de rassembler toute cette donnée, c'est de permettre à l'écosystème de se développer. Permettre aux éditeurs d'avoir toute la donnée potentiellement pour lancer des jeux sur les bonnes plateformes et toucher les bons joueurs. Permettre aux marques de mieux comprendre ce que c'est le domaine du jeu vidéo, le domaine de la compétition, du e-sport, et potentiellement de pouvoir s'y investir financièrement parce qu'ils vont toucher les bonnes audiences. On va faire exactement la même chose en fait au niveau de cette data pour tout ce qui est institutionnel, en créant une plateforme d'open data pour que les institutionnels puissent voir quel est l'impact des événements de jeux vidéo et de la pratique sur l'économie réelle. Voilà un peu ce qu'on fait chez WGF, et ça passe évidemment par l'organisation d'événements majeurs. L'Euro en était un, mais on a encore beaucoup de projets à l'international effectivement pour pouvoir mesurer tous ces éléments-là et accompagner le développement en donnant la donnée pertinente pour accélérer le marché. Développement qui passera par une levée de fonds, je crois savoir. Exactement, donc aujourd'hui on est en train de lever plusieurs millions d'euros. On avait déjà levé 600 000 euros sur notre première année. On est accompagné par la Banque publique d'investissement, la BPI. Jean-François, est-ce qu'on peut imaginer que demain une organisation comme celle de Mehdi ait une influence aussi importante que la Fédération française de football par exemple? Personne n'a autant d'influence que la Fédération française de football. Ouais. Aucun, même d'autres sports français plus traditionnels, vainqueurs de multiples titres, parce que encore le football classique a des capacités d'audience financière, etc., etc. Mais en tout cas, demain, ça sera un acteur qui pèse. Imaginez d'abord la fierté qu'on aurait à avoir à Paris, en France, la plus grosse plateforme sociale de joueurs au monde. D'abord, ce serait un vrai succès pour la France et c'est tout ce qu'on souhaite à WGF. Et puis, malgré tout, ça veut dire que c'est ici que s'organiseraient les plus grandes compétitions. C'est autour de la WGF que s'organiseraient les plus belles compétitions. Donc, ça sera peut-être jamais la FFF financièrement, on verra, Dieu seul sait dans 30 ou 40 ans. Mais en tout cas, ça sera un acteur qui compte si demain, le succès est au rendez-vous. C'est-à-dire que la feuille de route, demain, toutes les grandes compètes, quelles que soient les licences, passeront par WGF. Tradition dans cette émission, se projeter. Alors vous savez qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent. Ce serait quoi votre grande idée pour que notre sujet, à savoir le e-sport, aille de l'avant et se structure d'ici 2022? Je peux répondre d'ici 2024 qu'on ait les e-olympiques. Allons-y, 2024 et les Jeux. 2024, qu'on ait des Jeux e-olympiques avant, après ou pendant les Jeux olympiques. Que maintenant on arrive à la reconnaissance même, qui est un grand événement mondial qui structure sur toutes les licences classiques, du LoL au FIFA, en passant par du Hearthstone, un grand moment où tous les joueurs du monde viennent vivre ce que vivent des athlètes olympiques, un village olympique, tous les grands tournois en même temps, des célébrations de médailles. Donc voilà, ça serait en 2024 des Jeux olympiques, paralympiques et e-olympiques. Et là, je pense que on aurait bien fait avancer le sujet. Je partage complètement cet avis. Nous, en fait, on est là également pour permettre à ce genre d'événement d'exister un jour. Il faut qu'on puisse rassembler un maximum de gens pour intéresser déjà des sponsors, des marques à l'international, pour qu'ils nous aident à faire vivre cet événement, à le construire. Et puis également, avoir un maximum de champions qu'on puisse détecter dans les années à venir pour avoir une compétition de très très haut niveau sur ces différents jeux. Et évidemment, en faire une belle fête du e-sport et puis une reconnaissance qui évidemment est recherchée par l'ensemble du secteur et des acteurs. On croise les doigts et rendez-vous en 2024 alors. Merci. Merci. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, c'est ici que ça se passe. Abonnez-vous. Toujours là? Profitez-en pour regarder un autre épisode.